Merci à vous de suivre l'Intelligent Club en direct sur les plateformes de l'Intelligent TV. Fake news sur la mort du chef d'état-major de l'armée ivoirienne. L'ANSSI repère la source au Burkina Faso. 6 morts dans des éboulements à Atekoubé suite aux pluies torrentielles survenues dans la nuit d'hier mardi à aujourd'hui mercredi. Voici le sommaire de l'émission de ce mercredi 21 mai 2025. Jingle et on revient pour le décryptage de ces différents sujets avec nos chroniqueurs. Le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Assina Doumbia, qui dans la soirée d'hier est donné pour mort pendant plusieurs heures, les réseaux sociaux s'enflamment. Tout de suite, on se dit, une version rocambolesque circule. On indique que l'officier serait sorti d'une audience avec le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et qu'au sortir de cet entretien, son véhicule aurait été pris pour cible par des hommes armés et qu'il n'aurait pas survécu à cet incident. Jean-Richard Nguesson, quelques heures plus tard, on se rend compte que c'était totalement faux, complètement inventé. Quelle lecture faites-vous de cette grossière fake news ? Vous savez, aujourd'hui, les tentatives de déstabilisation de la Côte d'Ivoire se multiplient. Et vous convenez avec moi que la désinformation est une arme fatale. Et cette désinformation vis-à-vis de la Côte d'Ivoire ne cesse de se multiplier fort malheureusement. Et selon les informations qui nous sont parvenues, selon l'Agence nationale notamment de la sécurité des systèmes d'information, et vous l'avez relevé, cette information nous vient du Burkina Faso. Vous savez, depuis plusieurs mois, depuis l'avènement des putschistes au pouvoir du côté du Burkina Faso, malheureusement, les tentatives de déstabilisation vis-à-vis de la Côte d'Ivoire se multiplient et la désinformation est l'une de leurs armes. Et fort malheureusement, on a pu voir à nouveau que c'était une désinformation, mais je pense que ce ne sera pas la dernière. Il faut préciser que l'ANSSI a repéré l'information, disons la source de la fake news depuis le Burkina Faso. Effectivement, depuis le Burkina Faso, et ce n'est pas la première fois, il y a de cela quelques semaines, il y avait une autre source aussi qui nous venait du Burkina Faso, qui avait donné le président Alassane Ouattara pour mort. Et fort malheureusement, aujourd'hui, les initiatives vis-à-vis de la Côte d'Ivoire se multiplient. C'est fort dommage. Il y a de la manipulation, il y a une sorte de manipulation de l'opinion. Je pense que c'est fort dommage. Absolument, Soro Djabiga, quelle était votre impression lorsque vous avez appris, comme tout le monde, que le chef d'état-major était décédé suite à des tirs qui auraient été orientés vers son véhicule? Mais est-ce que vous y avez cru tout de suite? Non, moi je n'y ai pas cru. Quoique nous avons été un peu secoués par l'actualité qui précédait cet événement-là, et notamment les faits qui se sont produits à la Matka, l'incident qui a généré des tirs de sommation et qui ont perturbé un peu la quiétude des populations du plateau. C'est vrai que cette information a quand même a été virale sur les réseaux sociaux. Absolument. Oui, mais moi, je n'y ai pas cru. Nous sommes quand même dans un pays qui est vraiment sécurisé. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas des événements on peut vivre encore en Côte d'Ivoire. Ça, c'est des choses d'une autre époque en Côte d'Ivoire. En tant que journaliste, quelle a été votre première réaction quand vous apprenez une nouvelle d'une gravité aussi extrême? Qu'est-ce que vous dites sur le champ? Merci pour cette très belle question. Ma première réaction, c'était le fact-checking. J'ai cherché à vérifier l'information. Je suis allé sur tous les canaux qu'il faut. J'ai utilisé les méthodes qu'il faut en tant que journaliste pour pouvoir vérifier l'information. Et je me suis rendu compte aussitôt que c'était une fake news. Malheureusement, le Burkina Faso qui est engagé dans un conflit contre la Côte d'Ivoire ne sait pas clarifier, ne sait pas faire la part des choses. On peut avoir des convenus, on peut avoir des problèmes diplomatiques avec un pays, mais on ne descend pas aussi bas. C'est très grave qu'aujourd'hui, des fake news qui tentent à déstabiliser la Côte d'Ivoire viennent pour la plupart du Burkina Faso et nous, on ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Nous saluons leurs démarches panafricaines, nous saluons l'élan panafricaniste qui motive leurs actions aujourd'hui. Je pense qu'en tant qu'Africain, il faut toujours saluer les engagements panafricains, mais le chemin que le Burkina Faso est en train de prendre n'est pas bien et n'est pas bon. Rester derrière des faux profils depuis son pays et tenter de... Ce sont des actions qui déstabilisent des pays. Il y a des individus qui travaillent évidemment pour le compte du BIRC,
qui est une sorte oui, de oui, nébuleuse de désinformation. Ça a été dit. Et c'est même le BIRC qui relaie abondamment cette information. Ça a été dit. L'Agence nationale de la sécurité, d'information de Côte d'Ivoire a démenti formellement cette information. Vous me permettez, je vais lire ce qui a été dit. Voilà, l'agence dit « Cette information est fausse, elle émane du profil Tingen Biga, déjà connu pour sa propension à diffuser de fausses nouvelles. De nos investigations, il ressort que ce profil a été créé le 20 juin 2022 et son détenteur résiderait au Burkina Faso. Ce dernier est l'un des administrateurs du groupe Burkina Bureau de l'intelligence révolutionnaire et patriotique BIR, comme vous l'avez dit, P. Révolutionnaire, créé le 20 septembre 2011, a fait savoir l'ANC. Vous voyez que c'est un peu pénible. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont un passif très fort, un passif historique, traditionnel, politique. Voilà. Donc, je ne pense pas que cela puisse arranger les choses. Voilà. La situation que le Burkina Faso traverse aujourd'hui est pénible. Nous voyons un peu le nombre de morts que ce pays enregistre, notamment dans ses effectifs des VTP et des soldats engagés dans la guerre contre le terrorisme. Et on peut comprendre qu'en pareille situation, nous sommes paniqués, on ne sait pas à quel sens se vouer. C'est vrai que nous traversons des périodes difficiles, mais il ne faut pas s'engager dans cette lutte. Ça décrédibilise quand même le pays. Moi, ce que je voudrais dire, c'est tout simplement une stratégie du Burkina Faso. Vous savez, pour revenir, pour faire une petite histoire, Ibrahim Traoré arrive au pouvoir le 30 septembre 2022. Il succède à Damiba. Il dit qu'il a 6 mois pour établir la sécurité au niveau du Burkina Faso. Voilà plus de 2 ans, 6 mois qu'il est au pouvoir. Et qu'est-ce qu'on observe? Que la plupart des initiatives n'ont rien apporté. La réorganisation de l'armée, longtemps citée, les volontaires pour la défense de la patrie n'apportent véritablement pas grand-chose. La déstabilisation se poursuit. On a vu l'attaque de Barsologo, on nous parle de l'attaque de Pampanga, de Tougouri. Il y a plusieurs régions du côté du Burkina Faso qui sont en souffrance. Et pour détourner les regards, l'attention, eh bien, il faut entrer dans une sorte de désinformation. Et la désinformation est une arme qui existe depuis bien longtemps. Depuis 1923, il y a au niveau du pouvoir russe une organisation même qui avait été mise sur pied pour désinformer l'adversaire. Et c'est sur ce modèle justement que fonctionnent les jeunes de l'AES. C'est sur ce modèle, ils n'ont pas cherché loin. Et aujourd'hui, ils sont dans une sorte de désinformation, de déstabilisation à travers l'information. Et l'adversaire ou le profil idéal trouvé, c'est la Côte d'Ivoire. Et on a vu dans cette même vague une espionne. On nous informait qu'une espionne française a été arrêtée du côté du Burkina Faso. Encore la fake news pour détourner l'attention des uns et des autres. Je pense que ces fake news-là vont se multiplier tant qu'il y aura des difficultés à rétablir la sécurité au niveau du Burkina Faso. C'est une stratégie toute trouvée par... Stratégie de diversion. Une stratégie de diversion, oui, mais tout simplement. Alors, on a le confrère Fulbert Kofi, juste avant que vous ne repreniez la parole, Soro, qui a donné son point de vue et qui vous rejoint, on peut le dire, sur... cette déviation, on peut dire de trop, qui envenime les relations ivoiro-burkinabé, surtout avec l'avènement de la junte dirigée par le capitaine Traoré. On va écouter son avis dans cet élément. Je suis Fulbert Kofi, directeur de publication et rédacteur en chef de l'Infodrome. Je dirais que pour les fake news, il y a des personnes à qui ça sert, des personnes comme des organisations qui le font à dessein. Ils essaient de manipuler l'information et donc par rapport à des intérêts qu'ils ont, ils orientent le public via de fausses informations. Nous, à l'Infodrome, on s'arrange à vérifier le maximum possible afin de ne pas tomber dans le piège, parce qu'il faut dire que c'est un piège. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une information et pris par l'émotion, vous pouvez vous engager là-dedans. Alors que il faut la vérifier et revérifier, parce que parfois des sources que vous utilisez habituellement vous confirment, alors que c'est pas vraiment exact. Donc on fait très attention dans le traitement de l'information, surtout les informations qui sont politiques, les informations sur la sécurité. Prenons le cas
de ce fake news sur le décès du chef d'état-major, on a repéré, selon l'Agence nationale de sécurité, la source qui dit que ça provient d'un pays frontalier. Donc, lorsqu'on parle du Burkina, on sait plus ou moins les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina assez tendues. Et donc, quelque part, c'est fait en sorte de manipuler. Voilà, de manipuler. Pourquoi seuls les auteurs peuvent dire, mais on se dit que ça part de la relation tendue entre les deux pays, surtout côté politique. Et le Burkina qui accuse tous les jours la Côte d'Ivoire de déstabiliser son pays. Et donc, ça fait que à chaque fois, ils ne font que accuser le pays de déstabilisation. Une jeune qui se vautre dans la déstabilisation, enfin dans la désinformation. C'est vrai que officiellement, ce n'est pas le gouvernement du putschiste Traoré qui a émis cette fake news. Nulle part cela n'est avéré. Mais toujours est-il que l'on sait de façon certaine que le BIRC est un instrument de propagande de la junte ouagalaise. Soro Djabiga. Bon, moi je suis heureux de constater que toutes ces manœuvres-là ne pourront pas avoir pignon sur rue en Côte d'Ivoire. Hier, au moyen d'un monitoring, j'ai pu constater que cela n'a pas été véhiculé massivement sur nos réseaux sociaux, sur notre plateforme. Et ça, c'est un succès qu'on peut attribuer au ministère de la Communication. Une sorte de maturité quand même chez les internautes ivoiriens. Oui, le gouvernement ivoirien a d'abord commencé par la sensibilisation. Nous avons fait près de 10 ans en train de sensibiliser les internautes à l'effet de vérifier les informations avant de les diffuser. Et après, nous sommes passés à la phase des répressions. De plus en plus, il y a des arrestations. Si vous allez à la PLCC, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a des cyberactivistes, des internautes ou des jeunes qui sont convoqués pour avoir diffusé ou bien pour avoir prononcé des paroles peut-être interdites à des personnes, tout ça. Et là, dans cette phase de répression-là, on sent une prise de conscience de la part des internautes ivoiriens. Et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information n'a pas manqué de rappeler que la diffusion de fausses informations est une infraction passible de poursuite. Et je suis témoin oculaire que le ministère de la Communication a lancé une campagne qu'on appelle « En ligne, tous responsables ». Cette campagne a sillonné presque toutes les communes de la ville d'Abidjan. Et même des établissements. Bien entendu. Et maintenant, elle est à l'intérieur du pays pour sensibiliser tout le monde, sensibiliser les populations à l'effet d'être responsable quand on communique sur les réseaux sociaux. Il faut que les gens comprennent que les réseaux sociaux est un monde virtuel, comme le monde dans lequel nous vivons, qui est régi par des règles aussi. Ce que tu ne peux pas dire à quelqu'un dans la vie réelle, tu ne peux pas le dire aussi sur les réseaux sociaux. Absolument. Pour la simple raison que ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes personnes, sauf que nous sommes séparés par des vitrines. Donc je pense que toutes ces manœuvres ne pourront pas prospérer ici, mais il faut quand même faire l'effort. Il faut saluer déjà la promptitude avec laquelle les autorités ivoiriennes ont pu détecter la source de cela, ça a décrédibilisé la chose et je pense que ça va dissuader de plus en plus ces velléités-là de vouloir forcément nous déstabiliser au moyen des réseaux sociaux. Moi, ce que je souhaiterais souligner, il y a de la subtilité au niveau de cette désinformation. Parce que qui est visé? C'est le chef d'état-major. Et on sait plus ou moins ce que l'armée représente dans un pays, surtout dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Et qui est visé? C'est un homme qui est d'une intégrité incroyable au regard de son parcours. Il a été commandant des forces spéciales, il a été commandant de la première infanterie d'Akwedo, il a été chef d'état-major adjoint et il a remplacé le général Sékou Touré lorsqu'il partait à la retraite depuis 2019. Donc c'est un homme intègre qui a su remobiliser, qui continue de remobiliser les troupes et qui sait apporter une certaine dynamique au niveau de l'armée. Donc il faut apporter une sorte de désinformation pour déstabiliser l'armée ivoirienne. Mais je pense qu'une fois de plus, cette désinformation n'a pas payé. Et pour vous savez, aujourd'hui, Moscou rémunère des influenceurs africains pour diffuser de la désinformation. Et c'est sur ce même modèle-là aujourd'hui que surfe le Burkina Faso, que surfe le Mali ou encore le Niger. Des personnes qui sont payées pour faire de la propagande, des personnes qui sont payées pour faire de la désinformation. Et même en Centrafrique également, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest qui est concernée par cette vaste campagne de désinformation initiée depuis la Russie. Et puis cette désinformation, cette propagande-là aussi vise à renforcer la sympathie autour
de ces personnes qui aujourd'hui perdent en crédibilité. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, le pouvoir du Burkina Faso est un pouvoir assez vacillant parce que c'est un pouvoir qui malheureusement n'apporte pas véritablement en termes de sécurité. Aujourd'hui, la plupart des Burkinabés sont plus ou moins déçus, ne le disent pas au regard de la répression qu'il y a dans le pays. Mais une chose est certaine, malheureusement, il n'y a pas de sécurité de ce côté-là. Et il faut surfer pour renforcer le sentiment patriotique. Et pour renforcer ce sentiment patriotique, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la propagande, c'est de la désinformation, montrer qu'il y a des espions français qui sont sur notre sol pour dire que les Français sont contre nous, la Côte d'Ivoire est contre nous. Le Bénin également, qu'on accuse régulièrement. Tout le monde est contre nous. À un certain moment, le Ghana. Vous voyez, et ça renforce le sentiment patriotique. De victimisation. Et je pense que c'est un modèle tout trouvé. Et puis, ces pays-là ont décidé de surfer sur ce modèle. Est-ce que cela entre dans une sorte de schéma organisationnel bien ficelé par les pouvoirs en place dans l'AES? Oui, avec le développement des TIC, voilà, je pense que c'est un moyen de communication, ce sont des moyens de guerre aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas que les armes qui servent à combattre un système ou à combattre un État. On utilise aussi les réseaux sociaux. Nous savons l'abondance que les réseaux sociaux, nous savons l'influence que les réseaux sociaux ont sur nos différentes communautés. Donc, je pense que c'est un moyen aussi qui est utilisé par des États, qui est utilisé par des organisations pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et c'est ce qui est en train de se passer au Burkina et j'espère fort que l'État burkinabé va prendre ses responsabilités pour pouvoir sanctionner ceux qui utilisent ces moyens-là pour pouvoir atteindre la Côte d'Ivoire. Sinon, il se rendra coupable de ces faits-là et c'est vraiment grave pour sa crédibilité. Jusqu'à présent, rien n'a été fait contre ces indélicats individus. Alors, Jean-Richard Nguesson, quels peuvent être les enjeux de cette action de désinformation? Est-ce qu'on cherche peut-être par là à déstabiliser la Côte d'Ivoire? Vu que ce n'est pas une première fois, on a plusieurs fois annoncé des tirs qui auraient lieu à Bouaké, à Abidjan. Il y a eu même des moments où on était là. On apprend qu'Abidjan est carrément dans le chaos, uniquement sur Internet. Et là, aujourd'hui, on nous parle du chef d'état-major qui est mort. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une velléité d'appeler à l'insurrection dans les rangs des forces armées ivoiriennes? Effectivement, c'est l'objectif recherché, c'est le but visé. Et lorsqu'on attaque frontalement le chef d'état-major, l'objectif, c'est de déstabiliser l'armée. Et fort malheureusement, sur ce coup-là, c'est un échec cuisant de toutes ces personnes qui ont travaillé à cette manipulation. Et moi, je veux par ailleurs, à travers votre question aussi, inviter les uns et les autres à ne pas relayer, parce que cette information a été relayée par des millions de personnes. Y compris par des comptes ivoiriens. Ah oui, y compris par des comptes. On a vu l'information circuler énormément sur TikTok. On sait qu'ils sont nombreux, nos jeunes, sur TikTok, sur Facebook également. Aujourd'hui, on partage du tout sans... C'est vrai que tout le monde n'est pas journaliste, tout le monde n'est pas habilité à faire du fact-checking, mais il faut être vigilant lorsqu'une information d'une importance capitale est sur nos yeux. Il ne faut pas tout de suite partager une information, comme Soro le disait d'entrée de jeu. Il faut regarder aussi des moteurs de recherche. Est-ce que l'information a été partagée par des sites crédibles? C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu, il y a cela quelques mois, ils ont même tenté de dire que c'était France 24 ou d'autres Jeune Afrique qui avaient partagé l'information. Mais il faut faire toujours très attention. Lorsqu'on a une information sous nos yeux, il ne faut pas forcément partager, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, la diffusion de fausses informations est une infraction passible de poursuite judiciaire. Donc, à ce niveau-là aussi, il faut interpeller nos jeunes, il faut interpeller nos populations afin de ne pas partager tout et n'importe quoi. On a la consoeur Délore Nesmond, elle est experte en éducation, en information. Elle nous indique ici, dans cet audio, comment se prémunir des intoxications sur Internet, comment éviter de tomber dans le piège de la désinformation, des fake news. On va l'écouter. Délore Nesmond-Pi, journaliste experte en éducation aux médias et à l'information. Pour vérifier l'authenticité d'une information qui circule sur les réseaux sociaux, c'est simple. Il suffit de taper dans un moteur de recherche pour voir si des médias sérieux en parlent. Ici, ce sont des sources secondaires. Il existe également des sources primaires dans le cadre de la vérification et ce sont des communiqués officiels qui émanent des autorités de l'institution concernée. En l'occurrence, lorsqu'on annonce la
notamment d'une autorité, il faut voir la structure à laquelle elle appartient. Est-ce qu'un communiqué officiel a été publié sur ces différents canaux, sites internet, pages réseaux sociaux aujourd'hui, ou bien ce qui relève des sources primaires, bien entendu, ou bien est-ce que des sources secondaires comme les médias en parlent? Quand on parle de médias, nous parlons des médias professionnels, des médias sérieux qui peuvent être des sites internet d'information, des pages réseaux sociaux de ces médias qui sont leurs prolongements, ou encore, bien entendu, la presse écrite, la radio et la télévision. Vous parlez de l'ensemble des médias. Si on n'a pas pu avoir de ces sources, ce type d'information, il faut rester prudent parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est sur Internet, ce n'est pas forcément de la véracité. On n'a pas forcément des journalistes professionnels. Toutes les pages qui se présentent comme des pages médiatiques n'émanent pas forcément de journalistes professionnels. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre les médias sérieux qui ne diffusent pas généralement de la désinformation, pour vous mettre à l'abri des fake news. À la suite de Delors Nesmond, on va également sur ce plateau donner quelques éléments à nos téléspectateurs pour éviter de sombrer dans le piège des fake news. C'est vrai, elle a donné l'essentiel des attitudes à adopter. Soro Djabiga, vous aussi en tant que professionnel de l'information, qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui consultent très régulièrement les réseaux sociaux pour s'informer, pour éviter de relayer tout n'importe quoi, surtout de spéculer sur tout n'importe quoi, parce que cela participe du déséquilibre de notre société? Oui, ce qu'elle a dit est très important et moi j'abonde dans ce sens. J'aimerais d'entrée de jeu souligner que le rôle et la responsabilité des journalistes est capital dans cette action. En tant que journaliste, j'ai été appelé mais à plusieurs reprises depuis hier pour pouvoir avoir la vraie information. Tous ceux qui me connaissent en tant que journaliste ont essayé de me contacter pour savoir si effectivement le chef d'état-major a été touché, s'il a vécu ce qui a été dit. Je leur ai dit automatiquement que ce n'est pas vrai parce que j'ai eu le réflexe de fact-checker. Donc, j'invite aussi les citoyens, les populations ivoiriennes à avoir ce réflexe-là. Ce n'est pas compliqué de fact-checker. La première chose, d'abord, il faut vérifier le site qui publie l'information ou la page qui publie l'information. Est-ce une page crédible? On connaît tous les pages crédibles et les référencements sont vraiment transparents sur Google. Voilà. Quand tu vas checker, forcément, lorsque après, même les pages crédibles se trompent. Oui, il faut prévoir une marge d'erreur aussi. Tout le monde se trompe. Mais l'information en elle-même, il faut la rentrer sur la barre des recherches de Google. Quand vous rentrez l'information, quand elle est vraie, vous allez voir qu'elle va apparaître dans des sites crédibles ou dans des pages crédibles. Quand elle n'est pas vraie, elle va apparaître nulle part. Même si elle apparaît, c'est dans des pages qui ne sont pas crédibles. Déjà, vous avez déjà des indices. Et maintenant, dans le contenu également, quand vous lisez de près, vous pouvez savoir si c'est vrai ou pas. L'information qu'on avait attribuée récemment à France 24 et Jeune Afrique, mais quand on lisait dans le contenu même, où on annonçait le décès du chef de l'État, la formulation du texte était vraiment précaire. On ne pourrait pas attribuer cela à des journaux, à des médias aussi professionnels que Jeune Afrique ou France 24. Du coup, on a tout de suite compris que c'était un montage qui puait, mais vraiment très mauvais, qui venait d'ailleurs. Même si malheureusement beaucoup y ont cru, il faut aussi ajouter le fait que il est important de savoir recouper les sources parce que un site, même si ce site est crédible, même si nous nous informions par exemple sur le média le plus sérieux, le plus fiable de la planète, il est important de vérifier si un certain nombre de médias du même standing ou plus ou moins ont relayé la même information et là encore se donner quand même une marge d'attente pour se dire, mais pour vérifier s'il n'y a pas de démenti plus tard. Effectivement, et elle a abordé un élément assez important, c'est des communiqués officiels. Il faut essayer de voir notamment s'il y a un communiqué officiel émanant non seulement de l'État, émanant de l'institution, émanant de la corporation pour voir si l'information est crédible. Vous savez, aujourd'hui, il y a des laboratoires, et c'est ce que nos téléspectateurs doivent savoir, il y a des laboratoires de désinformation qui existent. Des gens qui, lorsqu'ils se réveillent le matin, réfléchissent à désinformer les populations, réfléchissent à comment fustiger la Côte d'Ivoire. Pour augmenter leur audience. Oui, comment déstabiliser la Côte d'Ivoire, comment atteindre la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut que les téléspectateurs puissent le savoir. Et ces personnes-là passent par plusieurs stratégies, plusieurs stratagèmes pour non seulement manipuler à travers les différentes informations qui sont livrées. Donc aujourd'hui, il faut faire très
très attention. Comme Soro le disait, il faut fact-checker, il faut regarder sur plusieurs plateformes, regarder comme Delors Nosman le disait, les communiqués officiels afin d'être sûr à 99,99% qu'il n'y a pas de... J'aimerais revenir, Jean-Richard qui parlait des stratégies, dans le même sens, j'aimerais revenir sur la sensibilisation. Dans la stratégie de sensibilisation qui a été adoptée par le gouvernement et qui est pilotée par le ministère de la Communication, qui a lancé une campagne de sensibilisation, je pense qu'il faut apporter encore un plus. Aujourd'hui, on connaît l'influence des différents influenceurs sur les communautés, sur la jeunesse. Pourquoi ne pas passer par les influenceurs pour faire comprendre aux internautes que relayer des fausses informations est passible de peine de prison, relayer des informations sans fact-checker est passible de peine de prison. Sur TikTok aujourd'hui, quand il y a une actualité, même quand c'est teenager ou c'est pas quelque chose de vraiment important, on regarde l'importance que ça a sur TikTok, comment ça cristallise l'attention des internautes sur TikTok. Pourquoi ne pas créer ce même engouement-là autour de ce genre de campagne-là pour faire comprendre aux gens que le monde virtuel n'a rien de différent que le monde réel dans lequel nous vivons. Je pense qu'il faut regarder aussi à cela pour que la communication soit vraiment impactante dans ce sens-là. Absolument, et surtout bien canalisée. Alors, pour le second sujet de cette émission, on parle du drame qui ébranle la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et nous sommes en pleine période pluvieuse et malheureusement, comme cela est de coutume chaque année, la pluie a encore tué. Et c'est pratiquement dans la même zone, dans la zone d'Atekoubé, où au moins 6 personnes ont perdu la vie dans la nuit d'hier à aujourd'hui, suite à des éboulements de terrain. Alors sur le sujet, Jean-Richard Nguessan, est-ce que vous pouvez nous resituer sur les circonstances de ce drame? Vous savez, l'information est tombée et nous avons reçu cette information avec un grand pincement au cœur. 6 morts, 3 maisons, notamment à Mossikro, plusieurs personnes secourues. C'est une information qui non seulement nous choque, mais après, lorsqu'on regarde de plus près, on se dit que est-ce qu'à un certain moment, on n'a pas tous failli? On n'a pas tous failli dans ce sens que je me rappelle qu'il y a de cela quelques mois seulement, lorsque le ministre Bakongo avait, dans un entretien non seulement aux médias, expliqué sa vision des opérations de déguerpissement. Il avait notamment expliqué qu'il était important aujourd'hui de sauver des vies, de garantir des conditions de vie meilleures pour nos populations, et plusieurs quartiers étaient visés dans ces différentes opérations. Il avait, si j'ai bonne mémoire, identifié 176 sites qu'il fallait non seulement essayer non seulement de déguerpir, il y a des quartiers qu'il fallait retoucher, parce qu'il y a des sites où il y avait des obstacles à la circulation de l'eau. Mais je me rappelle qu'après les premières opérations, notamment à la GESCO, au Banco à Mossikro, à l'abattoir, énormément de personnes se sont levées, énormément de personnes ont décrié ces différentes actions. Après, je me pose des questions. S'il était allé au bout de ces différentes actions, peut-être qu'on aurait pu éviter ces différentes morts. Mais la grosse interrogation aujourd'hui sur Rodjabiga, c'est qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi sont-ils là? Est-ce que de façon logique, ils sont là parce que des personnes ont critiqué des opérations de déguerpissement. Attention, Jean-Richard, est-ce que des individus normaux peuvent se dire on va aller habiter dans des environnements précaires? Parce que véritablement, on sait qu'il y a la précarité sociale. C'est très difficile pour les populations. Avec le resserrement économique dans le pays qui vit une véritable... il y a beaucoup de difficultés économiques au niveau des ménages. Et comment est-ce que ces personnes-là peuvent déménager vers des zones plus commodes, mais malheureusement beaucoup plus chères, inaccessibles à leur bourse, alors qu'Abidjan est en train de connaître un cycle de gentrification? Faites le constat, les différentes populations qui résident dans ces endroits, ils sont par contrainte et non par plaisir. Personne n'est heureux de vivre dans ces conditions insalubres, dans ces conditions précaires. Et tout ça implique la responsabilité du ministère de la Construction, le ministère de la Salubrité. Et c'est quand même pénible. Et aussi le gouverneur d'Abidjan qui a fait beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître ces derniers temps. Quand on regarde un peu la fluidité qu'il est en train de créer au niveau d'Adjamé Liberté, au niveau de la Rénol, on sent qu'il y a des efforts qui sont faits. Quoique c'est beaucoup critiqué parce qu'il y a beaucoup de conséquences qui en découlent. Au niveau de GESCO, l'an dernier, nous avons vu le tollé que cela a créé quand l'immeuble a été détruit, le bâtiment qui abritait l'école. Et donc, je pense que la responsabilité, il faut regarder au ministère de la Construction, il faut regarder au ministère de la Salubrité, parce que ces populations souvent construisent sur des canaux d'évacuation d'eau usée et vivent aussi
dans des zones où il y a quand même des versants, où il y a des canalisations qui sont bouchées. En saison pluvieuse, la SONES a produit un communiqué pour pouvoir sensibiliser. Mais les gens n'écoutent pas, ils attendent toujours que le pire se produise et après on commence à verser dans les pleurs, on commence à verser dans la victimisation. Mais après, face à la difficulté extrême, quand un père de famille, par exemple, n'a pas suffisamment d'argent pour se trouver la caution pour louer une maison dans un quartier plus sécurisé, enfin, plus huppé, on peut le dire comme ça, je n'ai pas envie de sortir le mot. Pas forcément pas forcément huppé, mais quand même un quartier un peu plus commode, un peu plus agréable tout le monde, en termes de conditions de vie. Malheureusement, c'est naturel. Une aujourd'hui, pour une 2 chambres salon, pour une famille de 500 000 francs au moins. 5-6 personnes. Tout le monde n'a pas accès à 500 000 francs. C'est difficile, le marché de l'immobilier. Et là encore, c'est dans un quartier dit assez pauvre. Assez pauvre, il faut le dire. Sinon, les loyers coûtent très cher. Le marché de l'immobilier a beaucoup flambé ces 10 dernières années en Côte d'Ivoire. C'est difficile. Le citoyen moyen aujourd'hui peine à avoir accès à un logement modeste. Aujourd'hui, avoir accès à 2 pièces, même il faut prévoir au moins 100 à 120 000 francs. Le mois. Je pense que les populations de ces zones n'ont pas... calculer ça en termes de caution. En termes de caution, et payer, ça fait près de 4 mois, sans compter les mois d'avance et de caution, les mois d'agence qui sont engagés. C'est vrai que le gouvernement a produit un communiqué récemment pour annoncer que tous ces frais-là sont désormais à la charge du bailleur. Mais ces décisions ne sont pas toujours respectées. Le gouvernement a insisté là-dessus pour dire que lorsqu'un citoyen se retrouve en face d'une situation pareille, il est en droit de dénoncer cela en contactant un numéro vert. Mais dès que tu contactes le numéro vert, il ne te donne plus sa maison. Du coup, nous sommes contraints à subir encore cette situation. Absolument. Donc, j'étais en train de dire que il n'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à ces sommes faramineuses-là pour bénéficier des logements décents. Et en attendant, les populations continuent d'y vivre et aussi enregistrer les revers du climat en saison pluvieuse. C'est vraiment difficile. Très bien, Jean-Richard Nguessan. Le gouvernement, qui fait beaucoup d'efforts dans la sensibilisation, ne cesse de le rappeler depuis le début de l'évocation de ce sujet, mais entre la sensibilisation et la réalité du terrain, personne n'a envie de se retrouver chez un proche, avec sa famille, même si on sait qu'on est dans une zone à risque. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut intensifier les campagnes de prévention à l'approche surtout de cette saison des pluies. Nous sommes en plein même dans la saison pluvieuse. Mais prévention sur quel plan ? Prévention sur le plan financier. Avec quel moyen d'accompagnement ? Avec quel moyen d'accompagnement ? Aujourd'hui, quelque chose est indéniable. Il faut que ces populations quittent ces zones à risque. Pour aller où ? Après, moi, je me rappelle qu'il y a cela quelques mois, lorsque on a vu les images dans quelques quartiers, des associations de défense des droits humains s'étaient levées, avaient critiqué, avaient fustigé. J'attends de voir aussi la réaction de ces différentes associations face à ces pertes en vie humaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dis qu'après, vaut mieux déguerpir ces populations-là. Après, s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, c'est gênant. Mais après, il ne faut pas laisser ces populations-là dans ces zones-là. Parce qu'après, on rentre dans une saison de pluie. Aujourd'hui, dans la nuit d'hier, aujourd'hui, on nous parle de 6 morts. Demain, peut-être qu'on aura 15, 20 morts. Et tout ça ternit, quoi qu'on dise, l'image de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est vrai que depuis le 21 novembre 2024, le gouvernement a décidé de suspendre toutes les destructions de quartiers insalubres. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la situation, vous savez, par moment, si le gouvernement ne va pas demain, les gens resteront dans ces différents quartiers. Vous savez, ils seront restés dans que la perte de vie humaine est déplorable. Enfin, vie humaine comme vie animale également. Hein. Tout est déplorable. Mais dans le même temps, la réalité, nous la ramenons encore au centre du débat. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a en face de soi un père de famille qui a envie de permettre à sa famille de vivre dans des conditions meilleures, est-ce que le gouvernement mais qui malheureusement n'a pas ses moyens? Est-ce que tout le monde peut être accompagné? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les met pas à la rue. On les jette à la rue, on crée des camps de déplacés internes. Non, il faut éviter d'axer son action sur le déguerpissement simplement. Il faut aussi accompagner ces populations. On entend souvent des rhétoriques qui sont malsaines et difficiles à accepter. Dire que quand ça ne va pas au village, quand ça ne va pas bien, il faut aller au village. On ne dit pas ça à tout le monde. Quand on déguerpit une famille en milieu d'année scolaire, ce sont des enfants qui sont déscolarisés. Quand le parent va au village, c'est un enfant qui est déscolarisé.
régulariser. Cela a des conséquences plus tard sur l'avenir du pays, sur l'éducation des enfants. Vous savez qu'il y a des zones qui sont des obstacles à la circulation de l'eau. À ce niveau-là, il n'y a rien oui, à faire. Oui, ça c'est le problème. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut interpeller le ministère de l'équipement, le ministère de la construction. Ça c'est le problème de l'urbanisation. Mais il y a des zones qui sont même pas, il y a des zones qui sont même pas sur des emprises publiques. Mauvaise gestion, mais à qui la faute? Lorsqu'on permet à des populations de très longue date de s'installer sur des zones qui ne doivent pas être colonisées, à qui la faute? Mais cet événement tragique met en évidence les défis de l'urbanisation anarchique dans nos pays. Mais à qui la faute? À qui la faute? Nos gouvernants qui se sont succédés depuis bien longtemps. Gouvernants déguerpissent des familles entières. Parce que depuis bien longtemps, ces quartiers précaires existent depuis les années 80, les années 90, depuis même... Certains remontent aux années 70. Est-ce qu'on de dédouaner le RAGP qui est là depuis 15 ans? On ne parle pas forcément du RAGP. Après, il insiste sur le fait que ça date de longtemps. Oui, ça date de longtemps. Il y a des quartiers qui existent. Mossikro ne date pas d'aujourd'hui. Je connais Mossikro depuis bien longtemps, depuis les années 90. Mossikro est un quartier qui existe. Depuis les années 80-90, le Banco existe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Parce que si des actions sont menées dans le cadre d'un déguerpissement, certaines personnes, des partis... Vous savez, le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a tendance à tout politiser. Aujourd'hui, si le gouverneur se lève pour déguerpir certains quartiers, je ne veux pas citer de nom, mais vous verrez les partis politiques qui vont se lever pour condamner ces actions. On l'a vu il y a quelques mois. Au lieu de déguerpir, ne faut-il pas plutôt réaménager ces quartiers? Oui, par exemple, je prends le cas de GESCO. En 2019, il y a un fonds qui a été décaissé pour pouvoir réaménager le quartier de GESCO. La route même devait être faite. Dans la maquette, il y a des écoles qui avaient été prévues avec un budget de 32 milliards. Non seulement ça n'a pas été fait, mais nous avons tous constaté ce qui s'est passé. Ils sont venus déguerpir les populations de certains quartiers de GESCO, détruire des écoles en milieu d'année scolaire. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément rejeter la faute sur les populations. Il y a le gouvernement aussi qui est comptable aussi de cette situation. Je pense que, comme Adil l'a dit, pourquoi ne pas penser à un plan de réurbanisation, de réaménagement de ces zones? Ça aussi, c'est possible. Voilà, en évitant, nous avons des grands ingénieurs, nous avons des grands techniciens. Qu'est-ce qu'on fait? Non, nous sommes en saison pluvieuse. Non, mais pourquoi nous attendons les périodes pluvieuses également pour pouvoir penser à ces situations-là? Je me rappelle les saisons pluvieuses ne durent que combien de mois dans l'année quand même? Je me rappelle qu'en mars 2024, le ministre-gouverneur, dans une adresse aux médias, avait déjà mis en lumière sa politique d'urbanisation de la ville d'Abidjan. Le plan de destruction, vous voulez dire, on a vu plus de 160 lieux et beaucoup de personnes ont fustigé ce plan. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Mais ces personnes ont fustigé parce qu'il y avait des solutions de reconstruction ou de réaménagement. C'était des déguerpissements, c'était des destructions. Quand on doit détruire près de 100 à 160 lieux d'habitation, c'est trop, c'est énorme. Avait été identifié. À Port-Boué, nous avons tous vu des populations qui dormaient au cimetière à Port-Boué. Les populations comment on appelle ce quartier-là, qui est mitoyen au plateau et à Yopougon. C'est vraiment à côté. Boïbana, le quartier de Boïbana. Nous avons vu que les populations vivaient sous le pont. Il faut prévoir cela quand on doit déloger. C'est vrai que les populations ont souvent tendance à dénoncer le fait qu'elles ne sont pas informées. Et le gouvernement insiste sur le fait qu'on remet toujours des mises en demeure aux populations. Entre les deux, il y a toujours des tiraillements. On ne sait pas qui dit la vérité. Mais une chose est claire, c'est que les populations ne reçoivent pas de subventions pour pouvoir partir. Ou souvent aussi, il y a un dysfonctionnement, il faut le reconnaître. Quand le gouvernement donne de l'argent, c'est aux propriétaires terriens ou aux propriétaires de la maison qu'on remet de l'argent. Et le locataire ou celui qui habite le lieu n'est pas informé et c'est lui qui paye tout le lourd tribut. Après, il y a tellement de personnes à... Voilà, il y a tellement d'intermédiaires, il y a tellement de trucs. Comment est-ce que je vais le dire, à dédommager, voilà. Le permettre de partir dans de bonnes conditions. Mais là encore, à un certain moment, on accuse le gouvernement. Moi, je pense que on peut accuser le gouvernement, mais par moment, en tant que père de famille, il faut faire preuve aussi de responsabilité. Quand on n'a pas de moyens, lorsqu'on n'a pas les moyens, quand je touche un salaire de 90 000 francs par mois... Non, mais au-delà de ce... Le SMIC est à 75 000 francs. Quand je suis vigile, j'ai à peine 90 000 francs par mois. J'ai le droit d'avoir des enfants. J'ai le droit d'avoir un toit. Mais même vous habitez dans un endroit, vous savez qu'en cas de pluie... J'en viens, d'accord. Mais ce que mes 90 000 francs me permettent de faire, je ne veux pas aller louer une maison, comme vous peut-être, de 200 000 francs par mois. Je ne peux pas. Mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est pourquoi je parle de la responsabilité. Mais qu'est-ce que je fais? L'État a sa responsabilité. Mais en tant que père de famille aussi, il faut être responsable. Vous savez que si vous restez sur ce site, vous empêchez l'eau de circuler. S'il y a une grosse pluie, il va forcément avoir des dégâts. Après, en tant que père de famille aussi, c'est vrai que les moyens,
il n'y a pas forcément les moyens, mais après aussi... selon toi, où ces populations doivent aller habiter, selon toi? Moi, après, ce n'est pas une question de dire là où les populations... Moi, après, ce n'est pas pour accuser ces populations. Loin de moi cette idée. Mais après, je me dis qu'en tant que père de famille, lorsque vous sentez le danger venir, à un certain moment, il faut quitter l'endroit. L'an dernier, le gouvernement a prévu le décaissement de 250 000 francs CFA par ménage pour permettre aux déguerpis des quartiers qui ont été démolis l'année passée de se reloger. Soro Djabiga, 250 000 francs CFA à Abidjan. Avant que Soro ne rebondisse, certains ont reçu l'argent. Vous savez, dans les quartiers, dans le cadre d'un reportage, certains ont reçu l'argent, mais qui ne sont jamais partis de ces quartiers. Jean-Richard Nguessan, l'an dernier, beaucoup de familles ont été concernées par ces fonds qui devaient être décaissés par le gouvernement. Encore qu'il faut bien s'assurer que toutes les aient reçues. Le souci est que avec 250 000 francs CFA à Abidjan, je reçois cet argent. Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je vais? Jean-Richard, nous parlons de 250 000 francs CFA. Après, c'est pas forcément pour défendre mais après, on a notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec les 250 000 francs? La question, j'aimerais vous la poser de façon pratique. Vous savez, 250 000 francs n'est pas forcément énorme. On peut le considérer comme un accompagnement des pouvoirs publics. Après, l'État ne peut pas tout faire. Jean-Richard Nguessan, vous recevez dans l'État actuel des choses. 250 000 francs, c'est déjà quelque chose de salutaire. C'est un accompagnement. C'est salutaire. On parle des populations pauvres, hein, des populations qui vivent dans des conditions précaires. Vous convenez avec moi que ces populations doivent rester sur les sites? Non, on ne dit pas un peu pratique. Non, mais après, vous me donnez l'impression que ces populations-là ont raison d'être sur ces sites parce que ces populations ont raison d'exister. Ces populations ont raison de vivre. Elles ont le droit de vivre dans de bonnes conditions. Elles ont-elles raison, Soro, de rester sur ces sites qui sont dangereux pour... Tu viens de le dire, Jean-Richard, ces populations vivent sur ces sites depuis des dizaines d'années, n'est-ce pas? Alors, est-ce que 250 000 francs est suffisant pour leur permettre de déménager, de se reloger? Est-ce que l'État... Est-ce que le gouvernement a les moyens nécessaires de dédommager tout le monde? Ah, il le faut. C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est la loi qui le dit. Quand on doit déloger quelqu'un, non seulement il y en a, mais quand on doit déloger quelqu'un, on prévoit les moyens pour pouvoir le reloger. On a vu cela au temps du président Henri Konan Bédié. Combien de milliards tous ces fonds qu'on va décaisser par rapport à certaines dépenses que nous voyons, des budgets énormes, des budgets de souveraineté que nous connaissons. Quand même, c'est pas vraiment le point du débat. Après, il faut aussi la responsabilité de certaines populations. Il y a des sites où des populations ont été déguerpies, dédommagées, et ces mêmes populations sont revenues quelques années. Est-ce que ce n'est pas minoritaire? Non seulement c'est minoritaire, mais encore, il faut regarder à la responsabilité du gouvernement. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui n'est pas, prends les mesures pour qu'il puisse partir finalement. Après, quand tu le regardes, que tu n'agis pas. En termes de proportion par rapport à la masse que l'on voit dans les rues, oui, qui souffre. Des vigiles, moi je vois des vigiles ici, partout à Abidjan, qui sont payés à combien de francs CFA? 60, 90 000 francs CFA, leurs épouses, quand elles font quelque chose, peut-être c'est de vendre de la nourriture dans le quartier à des coûts vraiment bas pour que tout le monde puisse se nourrir. Mais à ce niveau-là, j'en viens Jean-Richard Nguessan. Mais un père de famille qui est dans cette condition de vie, et on lui demande nous avons tous traversé certaines situations à Abidjan ici, mais c'est pas évident. Parfois tu te dis, mais j'ai envie d'aller dormir dans un cicobois pour pouvoir rien que nourrir ma famille, parce que 90 000 francs, 70 000 francs, 80 000 francs par mois. Et parfois même, ils ne perçoivent pas ces sommes-là, ils ne perçoivent pas les salaires régulièrement. C'est à ce niveau-là qu'il faut une politique au niveau de l'habitat en Côte d'Ivoire. Mais justement, c'est ça qu'on attendait en 2011. Voilà pourquoi le chef de l'État est arrivé. Bon, on va quand même le redire. Et l'une de ces grosses promesses de campagne dans laquelle la plupart des Ivoiriens... Qui a eu beaucoup d'adhésion chez les Ivoiriens, c'était la politique de l'immobilier. Un Ivoirien, un toit. De 5 millions de francs CFA payables sur au moins 10 à 15 ans. Oui. Justement pour résorber la moyennant 20 à 25 000 francs par mois. Je partage. Mais justement, les gens avaient espéré en cela pour ne plus qu'il y ait de quartiers précaires. Personne n'a dit non. Tout le monde a y adhéré. Tout le monde.
si ça avait été le cas, combien d'Ivoiriens qui sont dans ces quartiers-là auraient dit je n'y vais pas? Est-ce que ce n'est pas un échec? Ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut risque. repenser peut-être la politique d'urbanisation, non seulement de la ville. C'est la raison pour Les laquelle populations de Brahma-Côté, par exemple, on leur avait promis des ACD. Vous voyez, ça suscitait beaucoup d'espoir à leur niveau. Au-delà de ces aspects-là, il faut interpeller les propriétaires. Parce qu'aujourd'hui, les loyers ont explosé. Oui. On vous ramène la promesse de campagne du chef de l'État en laquelle tous les Ivoiriens, moi-même y compris, avaient placé leur espoir. On s'est dit, c'est enfin... Nous les pauvres, même les vigiles. Si aujourd'hui, aujourd'hui il y avait des logements qui étaient mis à disposition par le gouvernement au moyen de 5 millions, 8 millions, je vous promets que tous les Ivoiriens allaient avoir un toit. Mais au-delà de cet aspect-là, moi je partage carrément votre point de vue. Mais c'est ça le point finalement. Il faut repenser la politique de l'habitant en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il ne faut pas fustiger les populations. Au-delà, je ne fustige pas les populations, mais je dis qu'il faut être aussi responsable. Quand vous sentez qu'il y a un danger qui vous guette, il y a un danger pour vos enfants. Par moment, c'est vrai qu'il y a la pauvreté, mais il faut partir à un certain moment, il ne faut pas forcément Est-ce que vous savez que quand les périodes des vacances arrivent, il y a des familles qui n'arrivent même pas à assurer le déplacement de leurs enfants pour aller au village, rien que pour vivre les vacances. C'est une réalité. Alors là, on parle de déménagement. Est-ce une raison pour rester sur ces sites? Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile. Il revient au gouvernement de les assister, de les aider. C'est en cela qu'il faut repenser la politique non seulement de l'habitat. Aujourd'hui, revoir le coût des loyers à Abidjan. Aujourd'hui, pour avoir un studio. 000 francs CFA par mois. Aujourd'hui, pour avoir un studio, c'est ce qui avait été promis. Aujourd'hui, pour avoir un studio, il faut débourser dans certaines zones autour de 100 000 francs. Dans certains quartiers comme à Yopougon, un studio aujourd'hui, il faut débourser 75 000, 80 000 francs. Alors, quelqu'un qui est payé à 70 000 francs ou 80 000 francs, comment fait-il pour se reloger? Mais n'empêche que face à certaines situations, il ne faut pas toujours attendre, il faut partir. Conclusion, il faut rentrer au village. Avec un moyen. Non, il faut rentrer au village, se débrouiller, marcher à pied. On rentre au village, les enfants retournent au champ, on déscolarise tous nos enfants, on jette madame quelque part là-bas. Et c'est des main-d'œuvre qui s'en vont aussi, parce que ces populations-là. C'est ce que je veux dire, parce que si moi je comprends votre logique, votre cheminement, il faut que ces populations restent sur ces différences. Non, il faut que le gouvernement prenne des mesures. On vous a parlé tout à l'heure de la promesse de campagne du chef de l'État, 25 000 francs CFA par mois. 15 ans plus tard, les Ivoiriens continuent à attendre enfin la réalisation de ce rêve quand même si merveilleux. 15 ans plus tard, pour le moment, les logements sociaux sont vendus à des coûts, bon Dieu, qui font sortir les yeux de leurs Les logements orbites. qui ont été inaugurés, qui ont été ouverts officiellement récemment à Bassam, un appartement va dans plus de 50 à 60 millions. Des logements sociaux. Quel pauvre peut se permettre d'acheter une maison à 50 ou 60 millions? Dans ce cas, on est plus pauvre. Enfin, c'est un débat qui est vraiment profond. Malheureusement, ceux qui en paient les pots cassés, ce sont les sinistrés. Ces populations-là qui, pour la majorité, n'ont eu aucune assistance viable qui leur permette de retrouver leur dignité et qui sont contraints de rester dans ces zones à risque, quitte à subir la foudre, la colère de la grande faucheuse. Jean-Richard Nguessan, c'est l'heure de la revue de presse. On va vous demander de nous situer sur les grands sujets d'actualité développés par la presse ivoirienne ce mercredi 21 mai. Merci pour cette revue de presse. Comme de coutume, nous l'ouvrons avec l'intelligent d'Abidjan qui barre à sa une en priorité Afrique 2022-2029. Ibrahim Magassa lance un appel historique à l'UNESCO et toujours à la une du quotidien l'intelligent d'Abidjan, une convention qui fait polémique, RHDP, PDCI et PPACI bénéficiaires de Corsair. Et puis poursuivons cette série avec Fraternité Matin qui revient avec la nomination de Patrick Hachi à la tête du congrès du RHDP. Je mesure pleinement l'ampleur de la tâche que m'a confié le chef de l'État. Et puis dans la même veine, le patriote proche du RHDP affirme Alassane Ouattara pourquoi les jeunes veulent poursuivre le rêve. Le jour plus, toujours dans la même veine, parle de la présidentielle 2025. La candidature d'Alassane Ouattara se précise et le journal revient sur les confidences de Patrick Hachi, président du deuxième congrès du RHDP. Arrêtons-nous à la une du nouveau réveil.
proche du PDCI RDA, suite à sa démission du poste de conseiller politique du président Cham, Dr Veyi Bena adresse une lettre ouverte au professeur Guy Kawe. Il dit « As-tu oublié le serment fait à Félix Houphouët-Boigny? Révisite ta posture. » Le sursaut parle de la délivrance du certificat de nationalité, des instructions fermes données aux juges, les nouvelles directives du ministre de la Justice, et puis toujours dans la même veine, dernier affirme, politique nationale, ministère de la Justice, Kambile rappelle les conditions d'obtention du certificat de nationalité. Merci Jean-Richard Nguessan. L'actualité ivoirienne toujours aussi croquante. Eh bien, c'est sur ces titres qu'on va se séparer pour aujourd'hui. C'est donc terminé pour l'édition de l'Intelligent Club. Au revoir et on se retrouve demain pour d'autres sujets d'actualité à décrypter sur ce plateau.